Après m'avoir exclu des réunions de famille pendant 10 ans, mes parents ont eu le culot de débarquer à mon manoir. J'ai ouvert la porte, j'ai parlé calmement, et j'ai vu la couleur quitter leur visage. 10 ans. C'était le temps que j'avais passé à être exclu par mes propres parents et toute la famille de chaque réunion. Pas d'invitation pour Noël, pas d'appel pour les fêtes, pas même une simple carte d'anniversaire. J'étais devenu l'ombre, le nom qu'ils rayaient de la liste sans hésiter parce qu'ils croyaient que je n'arriverais jamais à rien. Mais la vie a une façon de prendre des tournants inattendus. Partant de rien, j'ai bâti ma carrière, acheté un terrain dans une banlieue chic et érigé une villa qui se dressait comme un symbole de la persévérance et de l'ambition dont ils s'étaient autrefois moqués. Et puis, par un matin ordinaire, la sonnette a retenti. J'ai vérifié la caméra de sécurité et j'ai failli rire. Ils étaient là, mes parents, ma soi-disant sœur parfaite, et quelques proches, debout devant mon portail après 10 ans de silence. J'ai ouvert la porte, les ai invités calmement à entrer, et j'ai regardé la couleur quitter leur visage un par un lorsqu'ils ont compris la vérité. Ce n'était plus l'Éléonore ratée dont ils se souvenaient. C'était le moment où je me tenais droite, faisant face à toute ma famille avec calme et force. Bonjour, je m'appelle Éléonore Hart. Je suis né et j'ai grandi dans une famille ouvrière en périphérie de Lyon. Mon père, Robert, travaillait comme ingénieur de maintenance dans une usine chimique, tandis que ma mère, Linda, était infirmière à temps partiel dans un cabinet dentaire. Nos revenus étaient modestes, mais suffisants pour garder un toit au-dessus de nos têtes et des repas simples sur la table. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris que dans cette famille, la valeur d'une personne se mesurait à des critères très spécifiques, les notes, les exploits sportifs, la reconnaissance des autres. Et à ce jeu-là, je n'étais jamais l'élu. Ma sœur Vanessa a toujours été l'étoile brillante. Elle avait des notes quasi parfaites, faisait partie de l'équipe de cheerleading du lycée et a ensuite obtenu une bourse complète pour une prestigieuse école de commerce. Mes parents ne pouvaient contenir leur fierté, racontant sans cesse aux voisins, aux collègues et à la famille les exploits de leur fille parfaite. À chaque réunion de famille, mon père levait son verre pour porter un toast à la dernière réussite de Vanessa, tandis que ma mère montrait fièrement des photos d'elle en uniforme de cheerleader comme s'il s'agissait de trésors inestimables. Mais j'étais différente. Dès mon plus jeune âge, j'étais attiré par des choses que les adultes qualifiaient d'insignifiantes. Je pouvais passer des heures à dessiner la maison de mes rêves, à découper des images de magazines pour imaginer à quoi ressemblerait le salon avec une fenêtre supplémentaire, ou à fouiller dans une caisse de chute de bois pour construire une maquette. Quand mes parents me trouvaient en train d'étaler papier et crayon sur le sol au lieu d'étudier les mathématiques, ils soupiraient et secouaient la tête. Cette fille est toujours en train de rêvasser, disait ma mère. La voix de mon père se durcissait, à quoi te servira de dessiner? Concentre-toi sur tes notes, comme ta sœur. Ces mots, répétés tout au long de mon enfance, se sont incrustés dans mon esprit comme une étiquette, inutile, pas pragmatique, indigne. Je me souviens encore de chaque repas de famille du dimanche chez ma grand-mère à Lyon. Sa maison en briques rouges avec la longue table en bois dans la salle à manger était toujours la scène de leur étalage de réussite. Tout le monde s'asseyait ensemble et, par habitude, les premières histoires concernaient toujours Vanessa. Elle venait d'obtenir une note parfaite à l'examen de mathématiques avancées. L'université lui avait envoyé une lettre d'admission. Elle allait participer à la compétition régionale de cheerleading. Les applaudissements, les acclamations, les hochements de tête fiers remplissaient la pièce. Quand venait mon tour, la plupart des questions étaient de la politesse convenue. Est-ce que ça va bien? Quelle matière suis-tu? Si je sortais avec enthousiasme un dessin que j'avais terminé en cours d'art plastique, les regards le survolaient et passaient rapidement à un autre sujet. Et, je ne sais comment, même à 16 ou 17 ans, j'étais toujours assise au bout de la table, à côté de mes jeunes cousins. Tandis que Vanessa était assise à côté de notre grand-mère, au centre de tous les compliments, je me sentais comme une ombre existant uniquement pour remplir un espace vide. Je pensais que j'étais peut-être trop sensible, mais en grandissant, j'ai réalisé que le favoritisme était réel, clair et ouvertement affiché. Une fois, lorsque j'ai remporté le premier prix d'un concours de design d'intérieur au lycée, je me suis précipité à la maison avec le certificat, espérant que pour une fois au moins, mes parents seraient fiers de moi. Au lieu de cela, mon père a eu un rire dédaigneux. À quoi sert un concours d'art? Une fille devrait se former pour être infirmière comme ta mère, un emploi stable. Une semaine plus tard à peine, lorsque Vanessa a remporté un autre prix académique, toute la famille a organisé une petite fête, appelant les parents éloignés pour partager la nouvelle. Je suis resté en marge, entendant les rires résonner depuis le salon,
la poitrine serrée de douleur et de honte. Avec le temps, les comparaisons sont devenues des blessures trop profondes pour guérir. À chaque fête, mes parents disaient aux proches que Vanessa était leur fierté, tandis que j'étais mentionné brièvement, comme un nom qu'ils étaient obligés d'inclure. À leurs yeux, j'étais le contre-exemple, l'exemple vivant pour les plus jeunes cousins. Étudiez dur comme Vanessa. Ne perdez pas votre temps avec des rêves idiots comme Éléonore. Je me souviens qu'un oncle a ri en me disant directement en face, sans Vanessa, cette famille n'aurait personne dont être fière. Ces mots m'ont laissé sans voix, comme si toute mon existence n'avait aucune valeur au-delà de servir de toile de fond au projecteur de ma sœur. Quand j'ai eu 18 ans, alors que mes amis postulaient dans de grandes universités et que ma famille était occupée à planifier une célébration pour l'admission de Vanessa dans une prestigieuse école de commerce, j'ai choisi une voie différente. Je me suis inscrite en architecture dans un IUT à Lyon. Cette décision a presque glacé toute la famille. Mon père m'a regardé comme si j'avais commis une erreur impardonnable. Tu avais les notes pour entrer dans une université et tu choisis cette option bon marché. Te rends-tu compte de ce que les gens vont penser? Vanessa obtiendra son MBA et tu seras coincé dans une petite école. Ma mère a porté la main à son front et s'est plainte à ma grand-mère que je choisissais délibérément une voie différente juste pour me rebeller. À ce dîner, personne n'a demandé pourquoi j'avais choisi l'architecture. Personne ne se souciait que j'aimais les dessins et les maquettes depuis mon enfance. Tout ce qu'ils voyaient, c'était un choix moins valorisant, moins prestigieux aux yeux du monde. Je n'ai pas riposté. Au lieu de me disputer, je me suis plongé dans les études et les petits boulots. Le soir, je servais dans un café pour payer mes frais de scolarité. La journée, j'étais en classe, absorbant la théorie. Et le week-end, je travaillais comme manœuvre pour une petite entreprise de construction à Lyon. Je portais des briques, mélangeais du béton, transportais des planches de bois, et j'ai finalement été autorisé à me tenir près des chefs de chantier, observant comment ils géraient les projets, coordonnaient les ouvriers, vérifiaient les plans et les comparaient à la réalité. C'est sur ces chantiers que j'ai appris des leçons qu'aucun manuel n'aurait pu m'enseigner, chaque maison est plus que du béton et des briques. C'est un système complexe qui exige de la patience, de la coordination et une vision. Je rentrais épuisé, mes vêtements couverts de poussière et de chaux, mais en moi brûlait un feu que personne dans ma famille ne pouvait voir. Je savais que chaque brique que je posais était une fondation pour mon avenir. Pendant que je luttais à travers des journées interminables, Vanessa continuait de s'envoler. Après avoir obtenu son diplôme avec les honneurs, elle s'est inscrite en MBA dans une université prestigieuse. La nouvelle s'est vite répandue. Ma grand-mère a organisé une petite fête en son honneur. Des parents de loin ont envoyé des cadeaux et appelé pour la féliciter. Mes parents marchaient avec fierté, se vantant de leur fille aînée partout où ils allaient. Vanessa est admise en MBA. Tout le monde ne peut pas y arriver. J'écoutais ces mots en silence. Depuis l'ombre, je réalisais que le fossé entre moi et le reste de la famille se creusait, non seulement en termes de réussite, mais aussi de reconnaissance. Puis un jour, j'ai compris que j'avais été complètement mise de côté. C'était le Noël de ma 2e année d'études. Je suis rentré à la maison, espérant au moins m'asseoir et partager le dîner avec tout le monde comme avant. Mais quand j'ai ouvert la porte, la maison était silencieuse. Pas d'odeur de dinde rôtie, pas de bavardage et de rire familier. J'ai appelé ma mère et elle a répondu froidement, « Cette année, tout le monde mange chez ta grand-mère. J'ai pensé que tu étais occupé avec tes études, alors je n'ai pas voulu te déranger. » Je suis resté figé. C'était la première fois de ma vie que je n'étais pas invité à une réunion de famille. Plus tard, j'ai appris la vérité. Ils avaient honte de m'avoir à table, craignant que les invités et les parents ne me comparent à nouveau à Vanessa, la fille parfaite qui se préparait pour un semestre d'échange à l'étranger. À partir de ce moment, j'ai été officiellement absente de chaque réunion. Chaque année, des photos de leur rassemblement apparaissaient toujours sur les réseaux sociaux. La famille réunie autour de la table, levant leur verre pour célébrer, souriant vivement. Je regardais de loin, ayant l'impression d'être derrière une paroi de verre, capable de tout voir clairement, mais jamais autorisé à entrer. Ma chaise vide était oubliée depuis longtemps. Pas de messages, pas de nouvelles, pas de mots d'inquiétude. Ils avaient effacé mon nom du cercle familial. Je suis devenu une ombre au sens le plus vrai du terme, existante mais jamais reconnue. À cette époque, je me sentais à la fois blessé et humilié. Mais j'ai aussi commencé à réaliser que leur exclusion m'avait libéré d'une chaîne suffocante. Fini les dîners remplis de tension. Fini les rires moqueurs.
Fini les regards comparatifs. J'avais perdu ma famille sur le papier, mais j'avais gagné la liberté de construire mon propre chemin. Chaque brique que je posais sur un chantier, chaque plan que je terminais, devenait une réponse silencieuse aux années où j'avais été méprisé. Et j'ai juré qu'un jour, il verrait cette soi-disant inutilité se transformer en quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Quand j'ai eu 23 ans, alors que beaucoup de mes pairs se démenaient encore pour trouver un emploi stable après leurs études, j'ai misé mon avenir sur une décision audacieuse. Avec 2 camarades de ma promotion d'architecture qui, comme moi, n'avaient aucune envie de devenir des employés subalternes dans un bureau d'études, j'ai contracté un prêt bancaire combiné à nos maigres économies pour acheter une vieille maison délabrée dans la banlieue de Lyon. Cette maison avait autrefois fait la fierté d'une famille ouvrière dans les années 1970, mais maintenant le toit fuyait, les planchers en bois étaient rongés par les termites et les murs s'écaillaient par plaques. Pour les étrangers, cela ne ressemblait qu'à un tas de briques attendant de s'effondrer. Mais pour nous, c'était une opportunité. Nous nous sommes jetés dans le travail sans relâche. Pendant la journée, je travaillais toujours à temps partiel sur des chantiers pour couvrir mes frais de subsistance. Mais le soir et le week-end, nous nettoyions, remplacions le toit, polissions les planchers, refaisions la plomberie et les systèmes électriques et, surtout, insufflions une nouvelle vie au design. Nous avons conservé des détails classiques comme l'escalier en bois, mais nous les avons mélangés à un style moderne, en ajoutant des baies vitrées pour faire entrer la lumière naturelle. 6 mois plus tard, la maison était complètement transformée en un espace de vie spacieux et lumineux, et nous l'avons vendue pour le double du prix d'achat. Le bénéfice n'était pas énorme une fois divisé par 3, mais il m'a donné quelque chose de bien plus précieux que l'argent, la conviction que j'étais sur la bonne voie. Après cette première entreprise, nous avons continué. Chaque projet nous a appris quelque chose de nouveau, comment négocier les coûts des matériaux, comment travailler avec les entrepreneurs, comment persuader les acheteurs potentiels. Progressivement, je suis devenu compétente non seulement en design, mais aussi en gestion de projet. J'ai appris quand réduire les coûts et quand investir audacieusement pour créer un impact. Nous avons réinvesti notre capital et, après 3 ans, ce qui avait commencé avec une vieille maison s'était transformé en plus de 10 maisons rénovées. Chaque vente ajoutait de l'argent et de l'expérience à notre parcours. Pourtant, ce bonheur n'a jamais été partagé avec ma famille. J'ai essayé une fois. Lors d'un rare appel téléphonique avec ma mère, je lui ai raconté avec enthousiasme que la 3e maison que nous avions rénovée attirait des offres plus élevées que prévues d'un jeune couple. Elle est restée silencieuse un instant avant de répondre sèchement, « Je pense toujours que tu devrais trouver un emploi stable. Faire des choses risquées comme ça. Et si tu perds de l'argent ?» Entendre cela m'a fait l'effet d'une douche froide. Pour eux, tout ce que je construisais n'était qu'un pari imprudent, un caprice prolongé. Ils n'ont jamais vu la sueur, les nuits blanches, les callosités sur mes mains. À leurs yeux, j'étais toujours l'enfant en marge. Le mépris a atteint son paroxysme lors d'une fête de famille dont je me souviens très bien. C'était le 70e anniversaire de ma grand-mère. Je suis venu avec l'espoir d'au moins une soirée paisible. Quand tout le monde a levé son verre pour célébrer, quelqu'un a demandé à mon père comment allaient ses 2 filles. Il s'est levé, la voix pleine de fierté en parlant de Vanessa, elle vient de terminer sa première année de MBA et ses professeurs ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Vraiment, elle est la preuve du travail acharné et de la discipline. Toute la salle a applaudi. Puis les regards se sont tournés vers moi. Avant même que je puisse ouvrir la bouche, mon père a eu un rire dédaigneux et a continué, et Éléonore, elle expérimente toujours. Vous savez comment c'est. Certains enfants réussissent et d'autres ne sont que des expériences ratées. La salle est tombée dans le silence pendant quelques secondes, suivi de rires gênés. Je suis resté figé, le verre tremblant dans ma main. Les mots et expériences ratées résonnaient dans ma tête comme un couteau. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré devant eux. J'ai simplement posé mon verre, me suis excusé et je suis parti. À la porte, j'ai pris une profonde inspiration pour retenir le nœud dans ma gorge et je me suis juré que ce serait la dernière fois que j'assisterais à une telle réunion de famille. Si, à leurs yeux, je n'étais rien de plus qu'une expérience ratée, alors je quitterais ce laboratoire pour toujours. Les années qui ont suivi ont été solitaires. Je n'ai plus assisté à aucune réunion, ni attendu un appel ou un message d'inquiétude. Chaque week-end, alors que mes amis se réunissaient avec leur famille, j'étais sur des chantiers avec du mortier sur les mains ou penché sur une table à dessin tard dans la nuit. Il y a eu de longues nuits où je me demandais si cela valait la peine de troquer les liens familiaux contre une carrière.
Mais chaque fois qu'une vieille maison se transformait en une maison de rêve pour une jeune famille, chaque fois que je voyais la joie sur le visage d'un acheteur, je savais que j'avais fait le bon choix. Mes parents de sang m'avaient tourné le dos, mais je créais un autre type de famille, les maisons que j'aidais à construire. Et cela me donnait la force de continuer, peu importe les moqueries murmurées dans mon dos. À partir de ce jour, j'ai compris que je n'avais plus besoin de leur approbation. Je laisserais le temps et mes réalisations parler d'eux-mêmes. Et un jour, quand ils le réaliseraient enfin, il serait trop tard pour récupérer les années qu'ils avaient perdues. Dans les années qui ont suivi ma sortie de l'ombre de ma famille, j'ai consacré chaque once d'énergie à mon travail, refusant de m'accorder un seul jour de repos. Commençant par de petites maisons à Lyon, j'ai commencé à élargir ma vision et à rêver de projets plus vastes. À 25 ans, j'ai pris un risque audacieux. J'ai acheté un grand terrain en périphérie d'Annecy. C'était une étendue de terre vierge, envahie par les mauvaises herbes, ignorée par la plupart des gens. Mais pour moi, c'était comme une toile blanche géante attendant d'être peinte avec des maisons de rêve. J'ai commencé par développer un ensemble de 3 maisons haut de gamme, chacune avec son propre style distinct, mais toutes conçues dans un esprit de durabilité et d'élégance. J'ai personnellement supervisé chaque détail, de l'emplacement des fenêtres pour capter la lumière naturelle au choix des parquets en bois massif qui conserveraient leur beauté pendant des années. Lorsque le projet a été achevé, les maisons se sont vendues si rapidement que je n'avais même pas fini de poser tous les panneaux. Avec ce bénéfice, j'ai réinvesti dans d'autres terrains, répétant le cycle et m'étendant davantage à chaque fois. Ce qui me distinguait de nombreux autres promoteurs, c'est que je n'ai jamais travaillé dans une optique de profit rapide. Je ne construisais pas seulement pour vendre. Je mettais du cœur et des normes strictes dans chaque projet. Je voulais que quiconque entre dans une maison que j'avais conçue ressente de la chaleur, de la sécurité et du luxe. Cette philosophie m'a aidé à me forger rapidement une réputation dans le monde de l'immobilier d'Annecy. Le bruit a couru d'une jeune femme entrepreneur d'à accent grave peine 25 ans qui osait rêver grand, osait prendre des risques et dont les projets portaient une signature unique. De nombreux clients sont venus me voir non seulement pour acheter une maison, mais parce qu'ils faisaient confiance à ma vision et à mon dévouement. Malgré tout, je menais une vie discrète. Je n'étalais pas mon succès sur les réseaux sociaux, ni n'organisais de fêtes extravagantes. Je conduisais toujours le même pick-up qui m'avait transporté pendant des années sur les chantiers. Mes vêtements étaient simples, des chemises et des jeans. Pour moi, la vraie valeur ne résidait pas dans les articles de luxe exposés, mais dans la durabilité de ce que j'avais construit. Un jour, un partenaire commercial arrive et m'a dit, « Éléonore, avec l'argent que tu gagnes, tu pourrais vivre n'importe où, conduire n'importe quoi. » J'ai simplement répondu, « Je n'ai pas besoin de le prouver. Je sais qui je suis. » Cette réponse est lentement devenue ma philosophie de vie. Au cours de ce voyage, j'ai trouvé quelque chose de plus précieux que l'argent, une vraie famille. Pas mes parents ou ma sœur, mais les constructeurs, les architectes et les designers qui m'avaient accompagné à travers chaque projet. Nous partagions des déjeuners sur le pouce sur les chantiers, des nuits blanches à terminer des plans, la sueur coulant sous le soleil étouffant de l'été. Quand quelqu'un de l'équipe rencontrait des difficultés, nous nous réunissions tous pour trouver un moyen d'aider. Une fois, lorsque la maison d'un de nos électriciens a été endommagée par un incendie, je n'ai pas hésité à mobiliser toute l'équipe pour la reconstruire gratuitement. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'est pas le sang qui fait une famille, mais la présence et la loyauté. L'étape la plus importante de tout a été lorsque j'ai commencé à construire mon propre domaine sur un terrain de près de 3 hectares. Ce n'était pas seulement une maison, mais un symbole de mon parcours, de la fille jugée sans valeur à la femme qui a bâti son propre empire. J'ai dessiné les plans moi-même. Une villa de plus de 550 mètres carrés avec de hauts plafonds, des murs de verre donnant sur un lac artificiel, et un grand salon assez vaste pour accueillir des rassemblements avec des amis et des collègues. J'ai réservé un bureau avec des bibliothèques imposantes d'où je pouvais regarder le jardin et puiser l'inspiration. La cuisine a été conçue comme celle d'un restaurant professionnel, car je crois que les repas nourrissent les liens. Et surtout, j'ai construit un garage assez grand pour abriter une collection de voitures anciennes que j'aimais depuis l'enfance. Un cadeau à moi-même pour les rêves que je n'avais jamais osé imaginer. Le jour où le projet a été achevé, je me tenais dans la cour pavée, contemplant la villa qui brillait sous le coucher du soleil. Les souvenirs ont afflué, les fois où j'ai été repoussé de la table du dîner familial, les mots qui me qualifiaient de rêveuse et d'inutile, les larmes que j'ai ravalées lorsque mes parents m'ont appelé une expérience ratée. Tout cela s'est condensé en un sentiment à la fois amer et doux. Amer parce que j'avais été rejeté, doux parce que j'étais arrivé si loin par mes propres moyens.
Personne ne pouvait plus me renier. Cette maison, ce terrain, chaque mur et chaque fenêtre étaient la preuve que j'avais gagné, non pas contre ma famille, mais contre le doute et la honte qu'ils avaient semés en moi. Au cours de ces 10 années, je n'ai pas seulement bâti une carrière, mais aussi une nouvelle identité pour moi-même. Je me souviens encore clairement du jour où mon nom est apparu pour la première fois dans un magazine immobilier d'Annecy. L'article portait sur une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs qui remodelaient le visage de la région. Et il consacrait une longue section à moi, une femme de 33 ans, fondatrice d'une entreprise de conception et de développement de logements haut de gamme qui avait transformé des terrains négligés en maisons de rêve. Une photo de moi, debout devant mon domaine fraîchement terminé, vêtu d'une chemise blanche et d'un jean, tenant des plans à la main, occupait une demi-page. Pour moi, ce n'était qu'une étape, la preuve que des années d'efforts étaient enfin reconnues. Mais pour mon ancienne famille, cet article a été comme un glaçonnant dans la nuit, réveillant l'attention qu'ils avaient passé 10 ans à essayer d'éteindre. La première à le découvrir ne fut autre qu'une cousine éloignée à qui je parlais rarement. Elle a vu le magazine dans la salle d'attente d'un médecin, a lu l'article par hasard, a pris une photo et l'a envoyée dans le groupe de discussion familiale, celui-là même dont j'avais été exclu il y a longtemps. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à recevoir des signaux étranges. Au début, c'étaient des messages vagues. « Éléonore, comment vas-tu ces derniers temps ? Ta tante et ton oncle ont entendu dire que tu étais très occupée, mais que tu allais bien, n'est-ce pas ? » Même des gens qui ne m'avaient pas appelé une seule fois en une décennie laissaient soudainement de longs messages sentimentaux sur le bon vieux temps. Des numéros inconnus ont commencé à apparaître sur mon téléphone, et quand je vérifiais, il s'agissait de parents dont j'avais effacé les noms de ma mémoire depuis longtemps. À première vue, on aurait pu croire à une sollicitude tardive. Mais je savais très bien ce qui se cachait derrière ces mots. Quand je luttais et que j'étais méprisé, ils ne prenaient jamais la peine de me regarder. Maintenant, en voyant mon nom imprimé, ils se précipitaient pour tirer les fils de la connexion. Ils ne cherchaient pas la famille, mais l'éclat du projecteur que j'avais créé. J'ai lu chaque message, écouté chaque message vocal, et j'ai simplement souri. Je n'ai pas répondu. Pas une seule ligne, pas un seul appel retourné. Le silence était la réponse la plus claire. Mais au fond de moi, je savais que les SMS et les appels n'étaient que le début. Je pouvais déjà imaginer le scénario se dérouler. Un jour, il ne s'arrêterait pas aux messages téléphoniques. Il se présenterait en personne, debout sur le seuil de la villa qu'il n'avait jamais imaginé que je pourrais construire. Je savais que cela allait arriver, comme une tempête se formant au large, attendant le bon moment pour s'abattre sur la terre. Je n'avais pas peur, mais je me préparais à cette confrontation. Parfois, dans les après-midi calmes, assise dans mon bureau, regardant le lac artificiel scintiller au coucher du soleil, je repensais au chemin parcouru. D'être qualifié d'expérience ratée, d'être assise au bout de la table du dîner à devenir une entrepreneur reconnue par la presse, il était ironique que leur distance et leur rejet m'aient façonné en la femme forte que je suis aujourd'hui. S'ils ne m'avaient pas privé de ma place dans la famille, peut-être ne serais-je jamais devenue aussi résiliente. Et maintenant, alors qu'ils commençaient à tourner leurs yeux vers moi, je ne me sentais plus ébranlé. Je voyais cela comme le cycle inévitable du destin. Les gens vous ignorent quand vous n'avez rien. Mais une fois que vous atteignez le sommet, ils cherchent des moyens de s'accrocher à vous. Ce dimanche matin-là, le soleil de la région filtrait à travers les hautes baies vitrées, remplissant ma grande cuisine ouverte de chaleur. J'étais seul, la main enroulée autour d'une cafetière à piston, l'arôme riche du café se mêlant à la quiétude du week-end. Sur le comptoir en marbre blanc veiné de gris, j'avais déjà disposé une petite assiette de viennoiserie et un magazine d'architecture que je feuilletais souvent en quête d'inspiration pour de nouveaux projets. La sonnette retentit soudainement, longue et insistante, résonnant à travers le système d'interphone moderne et brisant le silence de la maison. J'ai froncé les sourcils, irrité, car en ce dimanche matin, je n'attendais personne. Les voisins passaient rarement à l'improviste, et mes amis et collègues savaient tous que je protégeais mes week-ends comme un temps privé. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran de contrôle sur le mur où les caméras de sécurité s'allumaient automatiquement pour révéler qui était au portail. Mon cœur s'est arrêté un instant lorsque j'ai reconnu ces visages, ceux-là même que je pensais avoir laissés derrière moi il y a une décennie. Debout devant ma porte se trouvaient nul autre que mes parents, Robert et Linda, les mêmes personnes qui m'avaient autrefois appelé l'enfant perdu. À côté d'eux se trouvait ma sœur Vanessa avec son nouveau petit ami, son expression rayonnant toujours de cette même confiance suffisante. Et derrière eux, 2 ou 3 parents qui avaient joué leur rôle en me poussant hors du cercle familial, ceux qui avaient fait de moi l'étrangère à chaque rassemblement pendant 10 ans.
La première sensation fut un frisson parcourant mon échine. Ma poitrine se serra au souvenir des exclusions, des fêtes, des Noëls, où ma chaise restait vide. Des blessures que je croyais guéries se sont soudainement remises à piquer. J'ai posé la cuillère à café sur le comptoir, forçant ma respiration à se calmer pour que mes mains ne tremblent pas à la vue sur l'écran. Mais en quelques secondes, j'ai senti mes poings se serrer, la montée d'adrénaline initiale s'estompant, remplacée par le sang-froid. Je n'étais plus la fille fragile qui tremblait autrefois, mendiant une place à table. J'étais Eleonore Hart, la femme qui avait bâti un empire de ses propres mains. Je me suis redressé, j'ai ajusté le chemisier en soie que je portais et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. J'ai ouvert la porte. Alors que la lumière du porche se déversait à l'intérieur, j'ai vu le malaise vaciller dans chacun de leurs yeux. Ils ne se tenaient plus droits comme les maîtres de la famille, mais comme des invités non désirés, hésitants et maladroits. Les yeux de Vanessa balayaient les lieux, son petit ami déglutissant difficilement à la vue de la porte en noyer sculptée de motifs et de la poignée en laiton massif étincelante. Mon père a forcé un sourire, mais son regard dérivait constamment au-delà de moi vers le large couloir menant à l'espace ouvert du salon. Ma mère serrait fermement son sac à main, se tenant près de lui comme si elle avait besoin d'un point d'ancrage. Je me suis légèrement écarté, ma voix stable sans le moindre tremblement. Entrez. Dès l'instant où ils ont posé le pied sur le sol en marbre, leurs yeux ont été attirés par chaque détail. Le lustre artisanal suspendu au plafond de 6 mètres de haut scintillait de lumière. Les œuvres d'art qui bordaient le couloir, le tapis persan étendu sous leurs pieds. Tout semblait bien au-delà de l'imagination d'une famille qui se moquait autrefois de moi pour mes rêveries. Vanessa a été la première à parler, sa voix empreinte d'une légère hésitation. Éléonore, cet endroit. C'est magnifique. J'ai fait un léger signe de tête, parlant peu, et leur ai fait signe de me suivre plus à l'intérieur. Le salon s'ouvrait largement, son plafond de verre donnant directement sur le jardin, où une piscine à débordement turquoise semblait se fondre avec une lointaine ligne d'arbres. J'ai vu mon père déglutir difficilement lorsque son regard s'est posé sur l'ensemble de canapés en cuir italien au centre de la pièce, tandis que ma mère ne cessait de lever les yeux vers le plafond puis de les baisser vers le parquet en noyer, comme si elle ne pouvait pas croire que cette maison appartenait à la fille qu'elle avait autrefois qualifiée d'échec. Calmement, j'ai servi du café à chacun d'eux, posé un plateau de viennoiserie sur la table et me suis assise en face d'eux. L'atmosphère était d'abord remplie de conversations maladroites, demandant des nouvelles de ma santé, mentionnant la météo, soulignant le long trajet qu'il leur avait fallu pour arriver. Chaque mot était doux, mais je sentais la tension monter, comme une pièce qu'ils avaient répétée à l'avance, attendant le bon moment pour révéler son véritable objectif. Au bout d'une dizaine de minutes, les tasses de café à moitié vides, c'est ma mère qui a commencé. Elle a posé sa tasse, a pris une longue inspiration et a parlé d'un ton grave. Éléonore, je sais que ça fait longtemps que nous n'avons pas été ensemble comme avant, mais aujourd'hui je veux être honnête. Vanessa traverse une période difficile. Elle est en plein divorce. Tu sais à quel point la procédure judiciaire en France est compliquée de nos jours, et les frais d'avocat ne cessent d'augmenter. Notre famille a vraiment du mal. Je suis resté immobile, les mains jointes, mes yeux ne quittant jamais son visage. Dans sa voix, j'ai décelé un mélange de faux remords et d'une anxiété bien réelle. Pas à propos de la fracture des liens familiaux, mais à propos du fardeau financier qui pesait sur eux. Vanessa était assise à côté d'elle, essayant de se tenir droite, mais je pouvais voir les fissures. Même un maquillage impeccable ne pouvait cacher les cernes sous ses yeux, sans doute dû à des nuits blanches passées à se disputer les biens avec son mari. Pourtant, au lieu de se tourner vers moi pour obtenir de la sympathie, elle restait assise raidement, le regard fixé sur le carrelage, comme si le simple fait de demander de l'aide à la sœur inutile était plus difficile à supporter que le divorce lui-même. Avant même que je puisse répondre, mon père est intervenu, sa voix basse, mais insistant sur chaque mot comme pour présenter la demande comme une opportunité en or. Éléonore, cela pourrait en fait être un investissement. Tu as bâti une entreprise solide. Tu as des capitaux. Tu as de la crédibilité. Si tu es de la famille à traverser cette période, non seulement les choses se stabiliseront, mais cela pourrait aussi créer des avantages à long terme pour nous tous. Investir dans Vanessa, dans l'avenir de notre famille. Ne serait-ce pas bien? Il s'est adossé à son fauteuil, les bras croisés, essayant de ressembler à un homme offrant un partenariat équitable. Mais dans ses yeux, j'ai vu le désespoir qu'il ne parvenait pas tout à fait à dissimuler. Je suis restée silencieuse, laissant leurs mots flotter dans l'air. Je savais très bien que ce n'était ni un partenariat,
ni une opportunité. C'était une demande d'argent enrobée d'un langage poli. Ils n'étaient pas venus ici pour me féliciter ou pour réparer les liens qu'ils avaient coupés il y a 10 ans. Ils sont venus pour mon portefeuille, le même portefeuille dont ils croyaient autrefois qu'il n'existerait jamais. J'ai regardé chaque visage à tour de rôle. Ma mère, anxieuse d'une réaction. Mon père, s'efforçant de paraître calme. Vanessa, amèrement silencieuse. Et les parents, échangeant des regards d'attente les uns avec les autres. À cet instant, mon esprit a rejoué les moments où j'avais été mise de côté. Les invitations aux réunions qui ne me sont jamais parvenues. Les fêtes où mon nom était rayé de la liste. La douleur des mots de mon père me qualifiant d'expérience ratée. Et maintenant, ils étaient là, assis dans mon salon, sous le toit que j'avais construit avec ma sueur et mes larmes, me demandant de l'aide. L'ironie était presque risible, mais j'ai gardé un visage composé. Je n'avais pas besoin de colère. Le simple fait qu'ils aient dû s'abaisser à venir ici était la preuve suffisante que l'équilibre avait changé. J'ai posé ma tasse de café, me suis adossé à mon fauteuil et j'ai parlé d'une voix calme mais tranchante. Intéressant. Donc, après 10 ans, le seul lien qui reste entre nous est le solde de mon compte en banque. La pièce est devenue lourde. Personne n'a osé répondre tout de suite. Et dans ce silence, je savais que la vraie conversation ne faisait que commencer. J'ai laissé passer quelques secondes, étirant le silence à travers le vaste salon. Personne ne croisait mon regard. Ils semblaient tous attendre que je laisse tomber. Mais j'avais porté ce poids trop longtemps, et aujourd'hui, il fallait que ce soit dit. J'ai croisé les bras, penché légèrement la tête, ma voix basse et stable, aussi tranchante qu'une lame coupant à travers chaque souvenir. Au cours des 10 dernières années, est-ce qu'un seul d'entre vous m'a déjà appelé? Est-ce que quelqu'un a envoyé un SMS pour demander comment j'allais ou si j'avais besoin d'aide? Est-ce que quelqu'un m'a déjà envoyé une invitation pour Noël, ou une autre réunion de famille? Dites-moi, parce que je n'arrive pas à m'en souvenir. La pièce a sombré dans un silence effrayant. Ma mère a pincé les lèvres. Mon père a fixé sa tasse de café comme si elle pouvait l'avaler pour éviter ma question. Vanessa a serré les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, mais elle est restée silencieuse, incapable de parler. J'ai pris une longue inspiration et j'ai continué, ma voix plus aiguë cette fois. Commençons par le plus grand événement, le mariage de Vanessa. Toute la famille s'est réunie, a posé pour des photos, a célébré avec une grande réception. Ai-je été invité? Non. Je ne savais même pas que ça avait lieu avant de voir les photos sur les réseaux sociaux. Vous avez ri, vous avez dansé, vous avez porté des toasts pendant que j'étais assise seule dans un appartement exigu. Avez-vous la moindre idée de ce que l'on ressent quand on est exclu d'un moment aussi important par son propre sang? C'est comme une déclaration que je n'ai jamais fait partie de cette famille. Vanessa a relevé la tête comme pour dire quelque chose, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Je n'ai pas fini. Quand maman a eu son opération du cœur il y a 7 ans, j'ai quitté le travail, j'ai conduit 4 heures jusqu'à l'hôpital avec un bouquet et une enveloppe d'argent pour aider aux frais. Et qu'avez-vous dit quand je suis arrivé à la réception? Que je n'étais pas de la famille proche, que je devais attendre dehors. Savez-vous ce que j'ai ressenti? Je me suis assise dans le couloir, écoutant les noms des proches être appelés pour entrer pendant que j'étais traitée comme une étrangère. J'ai attendu là pendant des heures et j'ai finalement été autorisée à entrer pendant 5 minutes alors que maman était encore inconsciente. J'ai laissé l'enveloppe en espérant que ça aiderait. Mais qu'est-il arrivé après? Personne n'en a reparlé. Personne ne m'a remercié. Personne ne m'a même dit si l'argent avait été utilisé pour la facture d'hôpital. Vous m'avez simplement effacé de l'histoire. Je pouvais sentir la tension monter dans la pièce. Quelqu'un s'est agité inconfortablement sur son siège. Vanessa a pressé ses lèvres si fort qu'elles sont devenues pâles. J'ai continué, cette fois en fixant mon père dans les yeux. Et puis il y a Étienne, ton fils, Vanessa. Quand il a postulé à l'université, j'ai discrètement viré de l'argent sur le compte familial pour aider à couvrir ses frais de scolarité. Je n'ai pas demandé de reconnaissance, seulement qu'il ait une meilleure chance. Mais l'argent a été renvoyé avec un court message, nous n'en avons pas besoin. Vous n'en aviez pas besoin, ou vous ne vouliez pas admettre que la soi-disant fille ratée était capable d'aider? Avez-vous la moindre idée de ce que j'ai ressenti? Comme si non seulement mon aide était rejetée, mais qu'elle était traitée avec mépris. J'ai fait une pause, laissant les accusations flotter dans l'air. La pièce est restée silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge murale.
J'ai regardé la couleur quitter chaque visage. Les yeux de ma mère étaient cerclés de rouge, mon père détournait maladroitement le regard. Vanessa avait la tête baissée vers le sol. La honte s'infiltrait dans la pièce, assez lourde pour rendre la respiration difficile. Mais je n'avais pas terminé. Vous êtes venu ici aujourd'hui, dans la maison que j'ai construite de mes propres mains à partir de rien, pour parler de famille, pour dire que nous devrions nous entraider. Mais je vous le demande, où était la famille pour moi au cours des 10 dernières années? Quand je devais travailler 3 emplois à la fois pour payer mes études, quand j'étudiais et travaillais sur des chantiers, les mains à vif et en sang. Est-ce que l'un de vous m'a déjà apporté une bouteille d'eau ou offert un mot d'encouragement? Quand j'ai lancé mon entreprise avec un prêt bancaire pesant sur ma tête, est-ce que quelqu'un a cru en moi, ou avez-vous seulement ri et appelé ça un pari imprudent? J'ai regardé autour de la pièce, croisant le regard de chaque personne. Non, la réponse est non. Vous ne connaissiez et n'imaginiez qu'une Éléonore ratée. Et quand je me suis relevé et que j'ai prouvé ma valeur, vous êtes revenu en prétendant que rien ne s'était jamais passé. Le silence a suivi à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas le silence de l'évitement. C'était le silence de ceux qui savaient qu'ils ne pouvaient plus nier la vérité. Les blessures que je venais d'évoquer étaient réelles, gravées dans la mémoire, et maintenant ils étaient forcés de les affronter. Je me suis adossé à mon fauteuil et j'ai expiré. Je n'ai pas besoin d'excuses. J'ai seulement besoin que la vérité soit dite. Et la vérité, c'est que vous m'avez effacé de cette famille il y a bien longtemps. Ne prétendez pas que nous étions seulement distants à cause de l'emploi du temps ou de malentendus. C'était votre choix. Et maintenant, c'est aussi mon choix. L'air dans la pièce était si lourd. Je pouvais entendre l'aiguille des secondes trotter sur l'horloge murale. Je pensais qu'après avoir exposé chaque blessure, tout le monde resterait silencieux jusqu'à la fin. Mais alors une voix s'éleva, pas celle de mes parents, ni de Vanessa, mais de son nouveau petit ami, un homme que je n'avais aperçu que quelques fois sur les réseaux sociaux. Il a ajusté sa cravate, s'est redressé et a parlé avec une confiance teintée de condescendance. Éléonore, je ne comprends pas pourquoi tu adoptes cette attitude. La famille, c'est la famille. Si tu as de l'argent, tu devrais aider. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Ces mots ont retenti, vifs et imposants, glaçant encore plus la pièce. Tous les regards se sont tournés vers moi, attendant de voir comment j'allais répondre. Pendant une fraction de seconde, j'ai été si stupéfaite que j'ai failli éclater de rire sur le champ. Un étranger, un homme qui n'avait jamais vu les années où j'ai été exclu, qui ne m'avait jamais tendu la main quand je suis tombé, osait me faire la leçon sur ma soi-disant obligation envers cette famille. L'arrogance était à la fois ridicule et pathétique. Je me suis adossé à mon fauteuil, mes lèvres se retroussant en un sourire amer. Et puis j'ai ri aux éclats. Le son a résonné dans la pièce élégante, déstabilisant tout le monde, les laissant tous s'agiter mal à l'aise sur leur siège. Quand mon rire s'est estompé, mes yeux se sont aiguisés et ma voix est devenue basse, chaque mot précis. Vous venez de parler d'obligation. Que pensez-vous que j'ai fait ces 10 dernières années? Rester assise à attendre une chance de me vanter? Très bien. Si vous voulez voir la vérité, je vais vous la montrer. J'ai sorti la tablette de l'étui en cuir à côté de mon fauteuil, j'ai tapoté l'écran et j'ai ouvert les rapports financiers. En tournant l'écran vers le groupe, les chiffres étaient sans équivoque, des revenus de plusieurs millions d'euros chaque année, des bénéfices nets stables, un fonds de réserve transparent. Je n'ai pas eu besoin d'expliquer davantage. J'ai simplement pointé les chiffres. C'est l'entreprise que j'ai bâtie de mes propres mains. Sans un seul euro de cette famille, sans un seul mot d'encouragement. Je n'ai pas seulement survécu, j'ai prospéré. J'ai glissé vers un autre dossier et ouvert des photos de ma fondation caritative. L'hôpital pour enfants que j'avais financé pour reconstruire son aile de traitement. Des lettres de remerciement de médecins et une cérémonie d'inauguration capturée sur une photographie. C'est là que je choisis de mettre mon argent, pour donner aux enfants malades des lits d'hôpital décents, pour donner aux parents un peu plus d'espoir. Je n'ai entendu personne dans cette famille parler d'obligation envers ses enfants. Puis j'ai ouvert un autre dossier. Celui-ci montrait le programme de bourse que j'avais créé pour les étudiants en filière professionnelle. Des images de jeunes en uniforme sont apparues, tenant des certificats, leurs visages illuminés de fiers sourires. Chaque année, je sélectionne des étudiants qui veulent apprendre un métier mais n'en ont pas les moyens, et je couvre tout. Les frais de scolarité, les livres, les outils, même leur première paire de chaussures de sécurité. Ils sont reconnaissants.
Ils travaillent dur et beaucoup d'entre eux ont fini par travailler pour mon entreprise. Je les aide parce qu'ils apprécient l'opportunité, parce que pour eux, c'est une porte vers une nouvelle vie. J'ai relevé la tête et les regardé droit dans les yeux, puis j'ai balayé lentement mon regard sur tous les autres. J'aide ceux qui savent l'apprécier. J'aide les gens qui m'ont soutenu, qui ont respecté mes efforts. La famille, ce n'est pas un acte de naissance, pas des noms écrits sur un registre. La famille, c'est la façon dont on se traite les uns les autres. Et comment m'avez-vous traité? Vous m'avez exclu des dîners, m'avez traité de raté, m'avez rejeté même quand j'ai tendu la main pour aider. Vous appelez ça la famille? Si c'est ça la famille, alors je n'en ai pas besoin. Mes mots sont tombés avec une finalité, comme un marteau de juge. Personne n'a parlé. Vanessa a baissé la tête, ses mains jointes tremblaient. Ma mère a ouvert la bouche comme pour parler, mais aucun mot n'est sorti, seulement ses yeux rougis. Mon père a tout sauté faiblement, son regard s'égarant, ne voulant pas croiser le mien. Et l'homme qui venait de me sermonner sur les obligations est resté figé, ses lèvres tressaillant comme pour former des mots, mais rien ne sortit. La pièce était abasourdie, comme s'il venait d'être confronté à un miroir reflétant la vérité la plus crue. Dans leurs yeux déconcertés, je n'ai vu aucune trace de l'arrogance qu'ils portaient autrefois, seulement de l'impuissance et de la honte. Ils étaient venus ici dans l'espoir de m'influencer avec des mots de famille et de devoir, mais à la fin, ils étaient acculés par la négligence même dont ils avaient fait preuve pendant une décennie. J'ai pris une petite gorgée du café restant dans ma tasse, calme comme si je venais de conclure une simple négociation. En moi, il n'y avait pas de haine, seulement de la clarté. L'équilibre avait changé, et cette fois, c'était moi qui avais le dernier mot. J'ai laissé le silence envelopper la pièce pendant quelques secondes de plus, assez pour que chacun d'eux puisse s'asseoir avec le poids de ce que je venais de dire. Puis je me suis levé lentement, mais pas délibéré alors que je me dirigeais vers la porte d'entrée. Le son de mes talons résonnait contre le parquet en noyer, chaque battement marquant la fin d'une conversation qui avait déjà été trop loin. J'ai posé la main sur la poignée en laiton poli et l'ai tournée avec finalité. La porte s'est ouverte, inondant la pièce du soleil éclatant de midi, sa lumière crue exposant des vérités que personne ne voulait affronter. Je me suis retourné, ma voix calme mais ferme, sans aucune trace d'hésitation. C'est ma maison, pas une banque de sauvetage. Si vous êtes venu ici chercher de l'argent, vous avez frappé à la mauvaise porte. Leurs visages se sont vidés de leur couleur. Les lèvres de Vanessa ont bougé comme pour former des mots, mais elle a baissé le regard et est restée silencieuse. Son nouveau petit ami, qui avait parlé si fort plus tôt, était maintenant muet, ses yeux fuyant comme s'il cherchait une issue. Ma mère a levé la main pour couvrir sa bouche, ses yeux brillants de larmes, tandis que mon père a appuyé ses paumes contre ses genoux, comme pour tenter de retrouver un semblant d'autorité depuis longtemps perdu. Je n'ai rien dit de plus, me contentant de croiser leur regard avec une expression qui indiquait clairement qu'il était temps de partir. Un par un, ils se sont levés. Les fauteuils en cuir ont grincé, des tasses de café à moitié finies fumaient encore sur la table. Tout était resté en suspens, inachevé, comme si toute la visite s'était effilochée avant de pouvoir s'installer. Alors que le groupe se dirigeait silencieusement vers la porte, ma mère s'est arrêtée sur le seuil. Elle s'est retournée vers moi avec des yeux suppliants, sa voix tremblante. Éléonore, quoi qu'il arrive, nous sommes toujours une famille. Tu ne peux pas le nier. Je l'ai regardé droit dans les yeux et, un instant, j'ai revu toute mon enfance défiler, les dîners de famille où j'étais toujours assise au bout de la table, les fois où je brandissais mes dessins pour ne recevoir qu'un signe de tête distrait. Tout cela s'est condensé en une douleur vive. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai parlé. Ma voix était claire, chaque mot gravé dans l'air. Une famille ne rejette pas un enfant pendant 10 ans pour ensuite revenir seulement pour de l'argent. Une famille n'efface pas quelqu'un de chaque célébration pour revenir seulement lorsque la fierté et les comptes en banque ont besoin d'être sauvés. Si vous voulez appeler ça une famille, alors je suis désolé, je ne fais plus partie de cette définition. Mon père s'est raclé la gorge comme pour argumenter, mais son regard s'est égaré. Peut-être savait-il qu'aucune excuse ne pouvait effacer la vérité que je venais d'exposer. Vanessa s'est retournée rapidement, comme si elle craignait qu'un mot de plus de ma part ne brise le dernier vestige de sa fierté soigneusement préservée. Son nouveau mari a posé une main sur son épaule, l'incitant à se dépêcher. Quelques-uns des parents ont suivi, aucun n'osant croiser mon regard. Enfin, seuls mes parents sont restés sur le seuil. Mon père a fait un léger signe de tête, à moitié de défaite, à moitié dans une tentative de sauver un brin de dignité.
Ma mère m'a regardé une dernière fois, les lèvres tremblantes, mais incapable de former le moindre mot. Je me suis penché sur le côté, une main tenant toujours la porte grande ouverte. Partez, ai-je dit doucement, non plus avec colère, mais seulement avec épuisement et finalité. Ils sont sortis, laissant derrière eux un silence si lourd qu'il en était presque étrange. J'ai fermé la porte, le clic sec sonnant comme le point final d'un long chapitre rempli de blessures. Pendant quelques secondes, je me suis appuyé contre elle, les yeux fermés, respirant profondément. Je ne sentais plus le tremblement ou la peur qui m'avait autrefois hanté. Au lieu de cela, une étrange légèreté m'a envahi, comme si j'avais enfin mis un point final à un lien toxique que j'avais porté pendant la moitié de ma vie. Dehors, le bruit des moteurs de voiture a grondé, puis s'est estompé, disparaissant sur la route privée qui menait au portail. Je suis retourné dans le salon. L'air sentait encore faiblement le café, tandis que la lumière du soleil provenant de la piscine à débordement scintillait contre les murs de verre. J'ai regardé autour de moi. Tout était resté intact, élégant, solide, tout comme moi maintenant. Ils étaient partis, n'emportant avec eux qu'un silence pâle et vide. Je suis resté avec cette maison, avec l'empire que j'avais bâti. Et cette fois, je savais avec certitude que la porte que je venais de fermer ne s'ouvrirait plus jamais pour eux de la même manière. Ce soir-là, je ne suis pas resté seul dans la vaste villa. J'ai conduit jusqu'au centre-ville d'Annecy, où mes amis et collègues les plus proches m'attendaient. Nous avons dîné dans notre restaurant préféré. La table était remplie de plats fumants, l'air éclatait de rire. Alors que nos verres s'entrechoquaient, cela m'a frappé, c'était ma vraie famille. Les personnes qui s'étaient tenues à mes côtés sous le soleil brûlant, qui avaient transpiré avec moi sur les chantiers, qui avaient veillé toute la nuit pour perfectionner des plans, qui avaient partagé les échecs et les triomphes. Aucun d'entre eux n'est venu me voir pour de l'argent ou de la reconnaissance. Ils étaient là parce qu'ils m'appréciaient pour qui j'étais et pour le lien que nous avions construit ensemble. Un ami a levé son verre en souriant. Éléonore, on se fiche de combien d'argent tu as. On a juste besoin que tu sois là avec nous. J'ai hoché doucement la tête, le coin de mes lèvres se soulevant. Les mots étaient simples, mais ils ont touché la partie la plus profonde de moi. Ils m'ont rappelé que le sang n'est pas synonyme d'amour. La famille, ce ne sont pas seulement des noms écrits sur du papier. C'est la présence. C'est la façon dont les gens se traitent les uns les autres. En rentrant chez moi à travers les rues illuminées, j'ai pensé à mon parcours. De la fille toujours poussée au bout de la table à celle exclue de chaque réunion, à la femme qui se tenait droite par sa propre force et son esprit. J'en étais venu à comprendre ceci, vous avez le droit de choisir votre famille, non par le sang, mais par le respect et l'attention sincère. Et parfois, guérir ne signifie pas réparer une fracture trop profonde pour être comblée, mais la laisser aller pour pouvoir avancer par soi-même. Quand je suis rentré à la maison, je suis allé directement à mon bureau. Sur la table se trouvaient des croquis pour mon nouveau projet communautaire. Je me suis assise, j'ai allumé la lampe et j'ai pris un crayon, ajoutant quelques lignes de plus. Ce n'était pas une villa cette fois, mais un centre communautaire. Un endroit où les enfants de familles ouvrières pourraient dessiner et lire, où leurs parents pourraient suivre des cours de renforcement des compétences gratuits. Je voulais que ce projet porte ma véritable marque. Construire pour donner, construire pour semer l'espoir. La lumière dorée se déversait sur le papier, jetant une lueur sur mon visage. J'ai souri. Dehors, le portail en fer s'était refermé pour de bon sur des liens toxiques. Dans cette pièce, il n'y avait que moi, mes rêves et de nouveaux chemins qui s'ouvraient devant moi. J'ai su alors que je n'avais pas perdu une famille. J'avais simplement choisi à nouveau. Une famille faite de présence, d'amour et de gratitude. Et cette fois, j'étais vraiment libre.